Décidément, il sera souvent question de passion aujourd'hui. C'est en effet une vraie passion pour les cloches et leur vibrante sonorité qui réunit les membres de l'association Campanaire Wallonne. Une ASBL dynamique qui a entrepris à la fois de recenser, d'étudier, de protéger et de valoriser les cloches de volée de nos beffrois et clochers, ainsi que leurs carillons et mécanismes d'horlogerie monumentale. L'ACW s'investit aussi dans la transmission du savoir-faire des fondeurs, carillonneurs et autres restaurateurs de cloches, sans oublier l'organisation de nombreux concerts. Serge Joris, son président, se réjouit de vous faire apprécier ce patrimoine souvent méconnu. Immergé dans la musique depuis son plus jeune âge, il est le carillonneur du clocher beffroi de Jean Blou depuis plus de 40 ans. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir accepté d'évoquer les 100 facettes de l'univers campanaire en moins d'une journée. Signalons déjà que cette intervention en chambre sera suivie dans un mois par une rencontre église ouverte sur site à Jean Blou, au cours de laquelle nous nous focaliserons sur la manière pratique de mettre à l'honneur les cloches de nos églises. Voilà. J'ai donc été invité à parler de patrimoine campanaire et la première chose que j'aimerais préciser, donc, le mot campanaire n'est pas très connu. Il était absent du dictionnaire pendant tout un temps, il est revenu au dictionnaire et le campanaire a donc trait, comme il a été dit par madame, aux cloches, qu'elles soient teintées ou sonnées à la volée, aux carillons qui sont des ensembles de cloches actionnées manuellement ou automatiquement pour produire de la musique, et les horloges monumentales qui sont liées mécaniquement ou électroniquement aux cloches et carillons, ainsi qu'aux cadrans horaires. Je vais être contraint de vraiment survoler ces différents aspects si vous le souhaitez, on peut approfondir le sujet par une petite discussion après. J'aimerais signaler à ce stade que lorsqu'on parle de patrimoine campanaire, il y a à la fois un volet matériel et un volet immatériel sur lequel je reviendrai dans un instant. Mais voilà, je vous invite à monter à cet endroit qui est rarement visité. Beaucoup de fabriciens ne savent d'ailleurs pas trop bien ce qu'il y a comme patrimoine campanaire dans leur tour. Et montons donc dans les lieux. La première épreuve moins connue, c'est l'état de l'accès aux étages où se trouve le patrimoine campanaire. Alors voici les beaux cas. J'ai entendu qu'il y a une personne qui représente la fabrique d'église de Nivelles, dont la photo est sur dont une photo de l'accès aux cloches est sur la droite. C'est vraiment un modèle, c'est un boulevard en toute sécurité pour atteindre les cloches et ce qui les entoure. Il y a des cas plus problématiques dans certaines tours, et peut-être même une majorité de tours, où les escaliers sont dans un état parfois douteux, ou pire encore, où il faut emprunter des échelles pour arriver à l'endroit où se trouve le patrimoine campanaire. Il est certain que dans des cas comme celui-ci, des visites de groupe sont bien sûr impossibles, tandis que dans la dia que nous avons vue avant, ces visites sont tout à fait réalisables. Quelques recommandations destinées aux propriétaires de ces lieux, avant tout la sécurité, pour eux-mêmes, pour les personnes qui sont amenées à aller faire des interventions dans ces lieux, ou pour des visites de groupe. Donc c'est une main courante dans l'escalier, c'est un éclairage approprié, c'est le repérage de boiseries pourries. Il arrive, vous le savez aussi bien que moi, il y a des endroits dans les clochers où les planchers peuvent être, dans certains cas, tout à fait défectueux, voire dangereux. Ceux-là, il faut les remplacer. L'ordre et la propreté incitent à respecter ces lieux. Je crois que j'ai des photos de... Oui, on va voir dans un instant les dégâts
que peuvent provoquer les pigeons, qui sont absolument à proscrire dans les tours et autour du patrimoine campanaire. Il n'est pas rare que lorsqu'on veut accéder à ce patrimoine, on doit franchir des lieux comme celui-là, et encore pire, je vous assure, il y a des escaliers de tours qui sont faits, je ne vais pas dire dépotoirs, mais en tout cas des endroits où on remise ce qu'on ne veut plus voir ailleurs dans l'église. Je vous parlais de pigeons, certains d'entre vous ont déjà vu des situations comme celle-ci. S'il y a des pigeons dans la tour, ils ont leurs besoins naturels à faire, et voilà le résultat que ça peut donner sur les cloches et sur les planchers. Il faut savoir que ces déjections de pigeons sont très agressives, sont corrosives, donc tant pour le bronze des cloches que pour les boiseries des planchers, c'est un élément à absolument éviter. Ça se fait dans une majorité de tours de manière tout à fait correcte, en posant des grillages, par exemple aux abassons et aux autres endroits qui seraient en contact avec l'extérieur. Et je me dois de vous signaler qu'il existe des prescriptions de la région wallonne pour l'aménagement des combles et clochers afin de permettre à certaines espèces d'oiseaux de nidifier malgré tout avec un accès par l'extérieur de la tour et un nid qui est bien isolé de l'intérieur de la tour. Ces escaliers nous mènent, typiquement à un étage de cloche dont voici schématiquement les composantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'une cloche est donc attachée à une partie qu'on appelle un joug, attachée par des férules. Ici, il y a un axe de rotation qui servira au balancement des cloches. La cloche contient à l'intérieur un battant qui, à un moment donné, viendra frapper la paroi de la cloche et émettre un son. À propos de son, sachez qu'une cloche émet plusieurs sons en même temps. Vous pouvez entendre dire, oui, ma cloche est en do ou ma cloche est en sol. D'après l'endroit où la cloche est frappée, va sortir une tonalité différente. Il y aura une tonalité principale qui est produite par le point de frappe du battant, là où une énergie maximale est donnée à la cloche lors de la frappe, mais si vous frappez la cloche à un autre endroit, une oreille musicienne peut facilement percevoir d'autres tonalités. Toutefois, il y a parmi ces différentes tonalités une tonalité qui sera dominante et qui vous fera dire ma cloche est en do ou ma cloche est en sol. Ça n'a en fait aucune importance pour un fabricien, parce que la cloche, une fois qu'elle est installée, sa tonalité ou ses tonalités intrinsèques ne changent plus. Je vous disais, le domaine campanaire est vaste, et ne fût-ce qu'au niveau de l'iconographie, il y a de quoi écrire un livre, tellement le sujet peut être varié et d'un contenu artistique appréciable. Que ce soit des cloches du Moyen-Âge avec l'écriture moyenâgeuse, des décorations sur la cloche, des motifs qui sont parfois de véritables œuvres d'art, ou des factures plus modernes au niveau de l'iconographie des cloches. Si je vous en parle, et encore une fois que la cloche est construite, installée, c'est ad vitam, mais il est intéressant de savoir que l'iconographie de cloche renferme souvent de nombreux renseignements sur l'histoire elle-même, l'origine, le parrainage, et les circonstances de la fabrication de la cloche. Souvent, l'iconographie, d'ailleurs c'est le cas ici, est à la première personne, j'ai reçu pour nom, etc. Ou bien j'ai été fondu en remplacement de la cloche telle qui avait été, par exemple, démolie lors d'un incendie ou disparu lors d'une guerre. La dia suivante
a trait aux aspects plus mécaniques du fonctionnement des cloches. Le tintement d'une cloche que vous entendez par exemple pour l'Angélus, ou lorsque la cloche est destinée à sonner l'heure, le tintement se fait par un marteau à l'extérieur de la cloche. Ce marteau est commandé par un électroaimant et quand il reçoit un signal de la machine qui le pilote, ce marteau vient frapper la paroi de la cloche. Tandis que lorsque vous entendez des cloches sonner, comme on les appelle, à la volée, par exemple pour annoncer un début de messe ou un événement particulier, là c'est toute la cloche qui balance autour de l'axe dont je vous parlais tantôt. Ce balancement est mis en branle par un moteur qui fait un mouvement de va-et-vient, de rotation dans un sens puis un autre, par l'intermédiaire d'une grande roue solidaire du joug de la cloche, fait balancer celle-ci jusque quand le battant de la cloche vient frapper la paroi. Ça, ce sont des moteurs, pour le moment, qui constituent encore la majorité des cas, mais il y a une version plus moderne de ceci, plus simple au niveau constructif. Ce sont des moteurs dits linéaires qui travaillent par des électroaimants qui font bouger, donc l'électroaimant est l'élément ici, qui font bouger la plaque que vous voyez ici devant. La plaque est solidaire du joug de la cloche et met celle-ci en branle. Encore une fois, pour la fabrique d'église, ce n'est pas tellement vital, quoique un artisan campanaire que vous appelleriez pour un entretien de cloche, par exemple, pourrait vous dire, passez à ce type de motorisation plus moderne. Voici ce que nous appelons la chambre des cloches. C'est là que d'après la taille du clocher, la richesse de la paroisse, l'importance de la paroisse, vous pouvez avoir de 1 à 4, 5, 6 cloches, ici toutes munies de ces grands trous dont je vous parlais il y a un instant. Venons-en aux recommandations pour la gestion de ce patrimoine. Le premier point, c'est bien sûr l'entretien régulier, comme vous le feriez pour une auto ou pour tout autre objet qui mérite entretien. Cet entretien se fait par des artisans spécialisés en la matière qui s'appellent des campanistes. Nous en avons plusieurs en Wallonie et en Flandre. Donc le campaniste qui vient faire l'entretien regardera l'état de beffroi de soutien des cloches. On appelle donc beffroi de soutien. Ce sont les structures en bois ou en métal qui soutiennent les cloches. Il en vérifie la stabilité, la protection contre la rouille. Au niveau des jougs qui servent à l'attache des cloches, on vérifie le bon état des attaches. Les battants des cloches, il est important de vérifier leur fixation et de repérer des usures anormales sur la paroi des cloches, des usures anormales qui voudraient dire que le battant ne travaille pas comme il devrait. Comme toute pièce mobile en rotation, les axes de rotation ont besoin d'un graissage régulier au niveau de leur palier. C'est l'occasion également d'attirer votre attention sur le besoin de vérifier l'état du clocher, éviter qu'il y ait des fuites dans la couverture du clocher, que le paratonnerre, la protection antifoudre soit efficace, que l'installation électrique soit conforme aux prescriptions. Dans certains cas, il y a une possibilité de financement de travaux d'entretien et de restauration par la WAP. On a déjà assez bien parlé aujourd'hui du petit patrimoine populaire wallon. Et l'association que je représente peut aider une fabrique d'église à réaliser l'inventaire de son patrimoine campanaire et de recevoir des conseils en toute indépendance par rapport aux firmes
campanistes dont je vous ai parlé, de recevoir des conseils en cas de besoin de restauration ou de très gros entretiens. Voilà pour les cloches que nous entendons tinter ou que nous entendons sonner à la volée. Nous entrons dans le chapitre des carillons avec d'abord un bref aperçu historique. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que le carillon en soi, donc un ensemble de plusieurs cloches, est quelque chose de déjà connu depuis des siècles et des siècles. En particulier en Chine, a été découvert dans une tombe un carillon d'une soixantaine de cloches datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les cloches de ce carillon ont toutefois une forme différente de nos cloches occidentales, mais toujours est-il qu'elles peuvent très bien être utilisées pour produire des mélodies. Frapper, les cloches pour ce faire étaient frappées par des petits marteaux, par une ou plusieurs personnes qui s'en chargeaient au niveau des petites cloches ou des plus grosses cloches de ces ensembles. Et en faisant un bond de quelques siècles dans l'histoire, on en arrive à l'Europe du Moyen-Âge, où on retrouve cette notion d'une série de petites cloches frappées par des petits marteaux. Et de cette étape-là, on est passé à déménager ces petits ensembles de cloches, à les déménager dans des clochers où elles avaient pour fonction, comme carillon, d'annoncer les changements d'heure. C'est-à-dire qu'avant la cloche qui tintait l'heure, la cloche qui manifestait le passage de l'heure, quelques minutes avant, il y avait un petit jeu de cloches, même un petit jeu automatisé, qui annonçait « Attention, on va vous dire quelle heure il est dans les moments qui suivent ». C'était de tout petits ensembles de 4 ou 5 cloches, mais cette notion d'ensemble de cloches n'a eu de cesse de se développer et a connu une apogée au XVIIe, XVIIIe siècle par l'augmentation du nombre de cloches dans les carillons. On est passé progressivement à 35 et aujourd'hui même 50, 60 cloches. Une augmentation de la justesse d'accordage des cloches, ce qui permettait de rendre les mélodies plus harmonieuses, et augmentation également du nombre de carillons dans les villes. Et vous serez à ce propos sans doute étonné de voir qu'une ville comme Liège a compté jusqu'à 19 carillons. C'était dans les différents couvents, dans les différentes églises, avec une concurrence souvent entre ces sites pour qui avait le plus de carillons et de cloches dans ces carillons. Le carillon vous entendrez souvent dire que le carillon est un instrument typique je les ai appelés ici les bas pays, qui sont en fait les anciens Pays-Bas, en néerlandais, Lagland ou Low Countries en anglais. Donc c'est vraiment un instrument typique de nos régions. Alors, l'histoire n'a pas été tendre, ni pour les édifices religieux, ni par voie de conséquence pour leur patrimoine campanaire, parce que, étant donné que la Révolution française a causé d'énormes dégâts et disparitions dans le domaine des cloches et des églises, cathédrales et abbayes. Mais au XXe siècle, grâce à un monsieur Denain à Malines, il y a eu une résurrection de l'art du carillon. Cet homme a révolutionné, il était ingénieur de formation, il a révolutionné les aspects techniques, il était bon musicien également et a revu l'approche musicale de l'instrument, et c'est grâce à lui que Malines abrite aujourd'hui encore une très célèbre école de carillon.
Je passe maintenant à quelques éléments techniques du carillon. Typiquement, dans une tour, le carillon sera vraiment à l'étage supérieur. On trouvera à un autre étage le clavier manuel qui permet d'actionner les cloches et quelque part d'autre, ça peut être encore un étage plus bas, la machine qui actionnera le carillon de manière automatique. Ces machines sont par exemple ceci, je crois que c'est du beffroi de Thouin, je crois. Ce sont en fait de grandes boîtes à musique avec des taquets qui viennent actionner une filerie qui est reliée aux cloches, et plus précisément à des battants externes des cloches. Donc les fils que vous voyez partir ici arrivent à cette machine-là. Ça, c'est une manière, la manière ancienne de faire fonctionner de manière automatique un carillon. Aujourd'hui, ça se passe de manière nettement plus moderne, par des boîtiers électroniques qui contiennent un programme électronique avec les mélodies à exécuter au carillon. Et dans ce cas-là, les cloches du carillon sont actionnées par ce que nous appelons des électrotinteurs qui reçoivent donc le signal de ces boîtiers électroniques. Le jeu manuel au carillon, vous avez déjà certainement vu en photo ou en vidéo. Le jeu manuel se fait au moyen d'un clavier, équivalent au clavier de piano, ceci étant les touches blanches du piano, les touches noires du piano. Donc, se fait au moyen d'un clavier et d'un pédalier, comme sur les orgues, où l'organiste lui aussi joue avec les mains et les pieds. Voilà. Vous voyez ici la position de la main du carillonneur. Il ne joue pas comme au piano avec les doigts à plat, mais étant donné le poids qui se trouve derrière, donc qui se trouve au niveau des cloches, les poids actionnés, il joue plutôt avec le poignet. La Wallonie compte une soixantaine de carillons au total, tout type et taille confondus, donc à savoir les carillons manuels et les carillons automatiques. Et parmi ces 60 carillons, une vingtaine sont utilisables comme carillons de concert. Et on parle d'un carillon de concert lorsqu'il contient au moins 23 cloches reliées à un clavier à bâton. Sachez qu'en Wallonie, il existe plusieurs endroits où jeunes et moins jeunes peuvent apprendre le carillon. Je citerai Apt, Soigny, Liège, Wavre et depuis la rentrée académique 2018 à l'Institut supérieur de musique à Namur. Ces classes comptent au total une vingtaine d'élèves. Je vous parlais de l'aspect immatériel du patrimoine campanaire. Les cloches en soi, même les cloches de volée, sont un peu l'âme, une composante de l'âme d'un village ou d'une ville. Il en est de même pour les carillons qui ont un rôle certain dans la société. On s'en rend compte ou on ne s'en rend pas compte, mais un tintement de cloche ou de carillon contribue au décor sonore d'une ville et fait presque partie de l'identité de la ville. C'est certainement le cas à Mons, le beffroi de Mons et les cloches du beffroi de Mons font partie de l'ambiance qu'il y a dans la ville et de l'identité de la ville. Il en est de même pour d'autres églises possédant un carillon ou pour d'autres beffrois. Un autre aspect de la valeur immatérielle de ce patrimoine sont les concerts de carillon qui sont donnés régulièrement en été dans diverses villes de Wallonie et du pays, et en France également. Et cet aspect matériel a été assez récemment reconnu par l'UNESCO,
qui a accepté d'inscrire la culture du carillon de Belgique dans son registre des meilleures pratiques de sauvegarde de patrimoine culturel immobilier. Ce que l'UNESCO a voulu honorer, c'est le fait que depuis des siècles, cette culture du carillon a été transmise de génération en génération. Quelques recommandations pour les carillons manuels. Je mettrai en premier point, c'est peut-être en tant que carillonneur que je l'ai mis en premier lieu, mais c'est pour une fabrique d'église ou un propriétaire de carillon d'être à l'écoute de son carillonneur. Parce que c'est un peu le cas de Patrice tantôt qui nous a donné son ressenti de l'orgue de cette église. C'est la même chose pour un carillon. C'est le carillonneur qui sait le mieux ce qu'il y a à faire ou à améliorer à son instrument. Cet instrument qui mérite de bénéficier d'un entretien annuel, à nouveau par un campaniste, celle de vérification de l'attache des cloches, de leur battant, nettoyage de divers organes de transmission et faire les réglages nécessaires pour que le jeu du carillonneur au clavier soit le plus souple possible. Oui, j'ai ajouté sur cette dia qu'il est toujours sympa de prévoir pour les églises ou beffrois qui ont un carillon, d'aménager et d'entretenir un lieu d'écoute pour les concerts. Pour les carillons automatiques, là également, il y a un entretien régulier à faire. Je vous parlais d'électrotinteurs qui actionnent ou qui permettent d'exécuter des mélodies sur le carillon automatique. Là également, il y a des réglages et d'éventuels remplacements de parties vitales à envisager. Pour les carillons automatiques, il est vivement recommandé, là c'est plutôt le travail du carillonneur de nouveau, de varier les mélodies qui sont exécutées de manière automatique sur le carillon pour ne pas lasser le voisinage. Il est certain que si le voisinage entend 4 fois par heure la même mélodie 18 heures sur 24, après un petit temps, ça peut être très lassant. Le dernier chapitre a trait aux horloges monumentales, dont il existe historiquement 2 types. Elles sont soit, et c'est le cas des plus anciennes, sous forme, nous appelons de cage, donc ce sont des engins parallélépédiques qui, au fil du temps, ont été quelque peu simplifiés au niveau de la construction, en tout cas, par des horloges à châssis horizontal. Donc déjà rien qu'en cette classification-là vous permet de situer en gros la période à laquelle une horloge de votre clocher aurait été fabriquée. Plus loin dans l'histoire est intervenue l'électricité qui a permis de s'affranchir du remontage manuel qui se faisait jusqu'alors, le remontage des poids qui se faisait donc de manière manuelle, très fréquemment une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Donc l'électricité a permis dans certains cas de remplacer ce remontage manuel et aujourd'hui, force est de constater que nombreuses horloges mécaniques ont été remplacées par des horloges électroniques. À nouveau, un schéma de fonctionnement d'horloge mécanique, donc qui est en liaison avec les cadrans horaires de la tour, également avec les cloches chargées de teinter l'heure ou la demi-heure. Voici un exemple, c'est dans la tour à Ath, donc d'une horloge que nous appelons monumentale, donc une horloge mécanique, en liaison avec les cadrans et les cloches de l'heure, mais également avec ce que nous appelons le tambour automatique pour l'actionnement automatique du carillon.
Alors, nous touchons à un point sensible ici, qui est que faire de ces horloges mécaniques lorsque elles n'ont plus leur utilité et qu'elles ont été remplacées par une horloge électronique. Il y a 3 cas de figure. Ou bien ces horloges monumentales ont été restaurées et sont bien mises en valeur. Vous en voyez ici des exemples tout à fait positifs. Voici la plus grande horloge monumentale de Wallonie, qui a été restaurée il y a quelques années à peine et qui est visible, comme vous la voyez là, au beffroi de Mons. Ça, ce sont les beaux cas. Il y a des cas intermédiaires d'horloges qui ont été repérées, mais qui ne sont pas encore restaurées. Elles sont généralement encore dans leur tour. Vous voyez ici, dans un environnement pas tellement favorable, mais toujours est-il qu'elles existent encore. Le 3e cas est plus gênant. Ce sont des horloges qui ont disparu, soit qu'elles aient été détournées vers des collections privées, soit, pire encore, carrément mises à la métraille. Les recommandations, il serait sympa que les fabriques d'églises fassent le repérage elles-mêmes ou demandent à qui de droit de faire le repérage de la présence éventuelle d'une horloge dans leur clocher. Bien souvent, une fabrique d'église ne sait plus qu'elle a ce genre de patrimoine dans son clocher. Et idéalement, après, si elle a une horloge dans son clocher, de la restaurer et la valoriser en tant que témoin du passé. Je vous ai montré quelques exemples d'horloges qui ont été descendues de leur retour et exposées dans l'église. La 3e recommandation est gare aux prédateurs, parce que, vous l'aurez peut-être compris, il y a un marché derrière ces engins. Il y a des horloges qui sont parties aux États-Unis ou ailleurs, et c'est bien regrettable. Je vais vous dire 2 mots de l'association Campaner Wallonne que je représente. Nous avons un rôle de vigie dans le domaine campanaire, c'est-à-dire que, un peu comme aujourd'hui, on alerte ceux qui sont proches de patrimoine campanaire. On les alerte sur la valeur de ce patrimoine et nous essayons de créer des synergies autour de ce patrimoine. L'association existe depuis bientôt 25 ans. Ses objectifs sont tout simples, donc de promouvoir et sauvegarder le patrimoine campanaire de l'espace Wallonie-Bruxelles. Nous comptons actuellement environ 200 membres. Nous rendons quelques services généraux qui sont au niveau des contacts avec des organismes en charge de patrimoine matériel et immatériel, là-bas, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CIPAR, l'Union des villes et des communes de Wallonie, l'UNESCO, etc. Nous encourageons et nous réalisons des inventaires campanaires, donc ils sont soit spontanés de la part de fabriques d'églises qui décident de joindre leur patrimoine campanaire aux inventaires qu'ils ont de leur patrimoine, ou alors on nous demande de le réaliser ou de donner des conseils généraux en vue de l'élaboration de cahiers de charges dans le domaine. Nous diffusons de l'information campanaire via mailing list et un bulletin quadrimestriel. Au sein de l'association, nous avons un groupement de carillonneurs qui s'est regroupé dans une commission carillon et notre association a pour but de créer des liens entre ces carillonneurs, d'encourager l'enseignement du carillon. Nous sommes en liaison avec la Fédération mondiale du carillon et publions des partitions musicales pour carillon. Voilà, plus d'infos est disponible sur notre site, de même que sur un flyer que j'ai laissé dans le fond de l'église. Je vais prendre encore une demi-minute pour parcourir quelques titres de publications
Ce que je vous ai raconté sur le patrimoine campanaire est résumé dans un carnet de patrimoine qui a été édité en collaboration avec la région wallonne. Je vous ai parlé d'un guide d'aménagement des complexes clochers, c'est un document qui existe à la région wallonne. Je vous ai parlé d'inventaire campanaire, en voici un réalisé par un groupement très actif dans la province de Luxembourg, qui a donc procédé magistralement bien à l'inventaire des cloches de son entité. Je vous disais que le domaine est vraiment très vaste et a de nombreuses ramifications. Voici par exemple une thèse de doctorat intitulée « Cloches et sociétés médiévales, les sonneries de Tournai au Moyen-Âge » qui raconte le rôle social que jouaient dans plusieurs domaines, qu'ils soient ecclésiastiques ou civils, que jouaient les cloches. Toujours en matière d'histoire de cloches, un mémoire de fin d'études intitulé « Guerre de cloches en Belgique » qui tourne autour de la saga de le rapt de cloches par l'occupant pendant la dernière guerre mondiale. Voilà, je vous remercie de votre attention.